Vous avez bâti votre carrière grâce à mon argent et vous m'avez quand même traité de bon à rien. Je m'appelle David, j'ai 34 ans, marié à Sarah depuis 8 ans. Sa sœur cadette, Emma, 26 ans, vient d'épouser Romain. Emma travaille dans une société d'investissement technologique appelée Nexus Capital à Paris et se prend pour quelqu'un d'incroyable parce qu'elle fait des semaines de 80 heures. Contexte, je travaille de chez moi dans l'investissement et le conseil. Pas de bureau chic, juste moi dans mon bureau, en Bermuda, et je gagne bien ma vie. J'aime ma vie tranquille, je cultive des tomates, je lis des livres, je gère un portefeuille que la plupart des gens trouveraient impressionnant s'ils le connaissaient. Mais je ne fais pas de publicité pour mon entreprise parce que je préfère la vie privée à la flatterie de l'ego. Voyez-vous, j'ai une belle femme, une maison avec de bonnes fondations, et assez d'argent en banque pour dormir tranquille la nuit. Ce que je n'ai pas, c'est le genre de travail qui impressionne les jeunes techniciens d'une vingtaine d'années lors des dîners de répétition de mariage. Le drame a commencé lors du dîner de répétition d'Emma au restaurant La Maison du Port, un endroit hors de prix qui faisait de son mieux pour paraître chic ce vendredi soir-là. Vous savez le genre, des ampoules Edison tamisées, des murs de briques apparentes, le genre d'endroit qui facture 47 € pour ce qu'ils appellent un mac and cheese artisanal, mais qui n'est en fait que des pâtes avec du fromage fantaisie. La salle à manger privée était remplie de la famille de Sarah et d'un tas d'amis d'Emma de son travail qui avaient l'air de sortir d'une publicité LinkedIn, coupe de cheveux impeccable, montre chère qu'ils ont probablement financée, et cette confiance particulière qui vient de n'avoir jamais été vraiment humiliée par la vie. Emma avait bien bu du champagne, et son filtre était complètement disparu. Elle racontait à Jean à quel point Nexus était incroyable, comment il ne respectait que les gagnants, en faisant des tonnes. J'étais assis là, vacant à mes affaires, travaillant sur ce qui devait être la salade César la plus chère du monde quand la voix d'Emma a traversé la conversation du dîner comme une scie circulaire à travers du contreplaqué. Puis Emma s'est tournée vers moi avec ce sourire méchant, contrairement à certaines personnes ici qui n'ont même pas de travail. Silence total. Ma belle-mère Catherine, soudainement fascinée par son verre de vin. Mon beau-père Philippe s'étouffant avec du pain. Le pauvre Romain avait l'air de vouloir se glisser sous la table. J'ai senti la main de Sarah trouver la mienne, me serrant de cette manière qui dit « Je suis désolé, et s'il te plaît, ne détruis pas ma sœur publiquement ». Elle sait quand je calcule exactement combien de façons je pourrais ruiner la carrière de quelqu'un avant le dessert. Tout le monde pensait connaître mon histoire, David le chômeur, le beau-frère bon à rien qui a fait un bon mariage pendant que sa femme qui réussit paie les factures. Je pouvais entendre leurs pensées, pauvre Sarah, coincée avec ce perdant. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais plus de fer au feu qu'un boulanger avec des problèmes d'engagement. Voyez-vous, j'aime mon bureau à domicile. J'aime mon jardin. J'aime ma paix et ma tranquillité et la possibilité de travailler en jogging si cela me plaît. Mais cela ne signifie pas que je reste assis à manger des bonbons et à regarder des feuilletons toute la journée. J'ai appris quelque chose au fil des ans, les gens révèlent qui ils sont vraiment quand ils pensent que vous ne pouvez pas les atteindre. Quand ils croient que vous êtes en dessous d'eux, c'est là qu'ils montrent leur vraie couleur. J'ai souri à Emma. Tu as absolument raison. Je n'ai pas de travail traditionnel. Elle a eu l'air satisfaite, comme si elle avait résolu la fin dans le monde. Ses amis du travail ont eu ce rire gêné. Ma belle-mère a essayé d'arrondir les angles, David est très créatif avec son temps. Emma a continué, nous avons tous besoin de nos loisirs, n'est-ce pas? Loisirs. C'est comme ça qu'elle appelait mon travail. J'ai pris une autre bouchée de ma nourriture pour lapin à 40 € et j'ai hoché la tête pensivement. Absolument. Tout le monde a besoin de quelque chose pour s'occuper. La conversation est passée aux détails du mariage et au potin du travail, mais je sentais les dégâts planer dans l'air comme la fumée après un feu de graisse. Emma avait fait passer son message haut et fort devant son patron, ses collègues et nos deux familles. J'étais un raté, une déception, quelqu'un à plaindre plutôt qu'à respecter. J'ai continué à manger ma salade et à écouter le bavardage, observant Emma se prélasser dans ce qu'elle pensait être son moment de triomphe. Elle avait établi la hiérarchie, me remettant à ma place et montrant à tout le monde exactement où elle se situait dans la hiérarchie des gens qui réussissent. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est qu'elle venait de déclencher un compte à rebours. Voyez-vous, j'ai appris quelque chose au fil des ans, les gens révèlent qui ils sont vraiment quand ils pensent que vous ne pouvez pas les atteindre. Quand ils croient que vous êtes en dessous d'eux, c'est là qu'ils montrent leur vraie couleur. Et Emma venait de se peindre dans des teintes que je n'utiliserai pas pour décorer les toilettes d'une station-service. J'ai fini ma salade, complimenté la mariée sur son choix de lieu pour demain, et j'ai fait des petits potins sur la météo avec l'oncle François,
qui était venu de Bretagne et avait des opinions très arrêtées sur les chances du Stade Rennais cette saison. Tout était normal, tout était agréable, tout était parfaitement civilisé. Mais à l'intérieur, je mettais un minuteur parce que parfois, la meilleure réponse à la sous-estimation n'est pas de prouver immédiatement que les gens ont tort. Parfois, il est préférable de les laisser creuser jusqu'à ce qu'ils aient fait un trou si profond qu'ils ne peuvent plus en sortir. Demain allait être une journée très intéressante. Le trajet de retour fut plus silencieux qu'une morgue. Sarah n'arrêtait pas de me regarder comme si j'allais exploser. Elle connaît mon mode dangereusement calme. Quand je suis tellement en colère, je deviens plus poli, ce qui est plus effrayant que de crier. « Ça va ?» demanda-t-elle. « Super » dis-je, et je le pensais. J'étais énergisé de la manière qui ne vient que lorsqu'on regarde quelqu'un vous donner exactement les munitions nécessaires pour détruire son monde. À la maison, je suis allé à mon bureau, mon centre de commandement, comme Sarah appelle avec amour ma grotte d'homme et que je préfère considérer comme ma salle de guerre. Des boiseries sombres, des bibliothèques du sol au plafond, et un bureau plus ancien que la plupart des jeunes de la tech qui gagnent probablement plus en un an que mon grand-père en une décennie. C'est le genre de pièce où l'on fait des affaires sérieuses, même si ces affaires sont menées par un homme en Bermuda et un t-shirt du PSG. J'ai allumé les lumières et là, accroché au mur comme un trophée d'une partie de chasse dont je n'avais jamais pris la peine de me vanter, se trouvait la feuille de conditions originale de Nexus Capital d'il y a 6 ans, avec mes initiales à l'encre bleue juste à côté de la signature de Kevin Wolf. En dessous, une pile de premières présentations reliées en cuir, chacune représentant une réunion où j'avais posé des questions difficiles et écrit des chèques plus importants que la plupart des gens n'envoient sur leur compte de retraite. Et là, dans un simple cadre noir qui coûtait environ 12 € chez Carrefour, il y avait une photo de Jean et moi de l'année où Nexus a été lancé. Nous sommes tous les deux plus jeunes, tous les deux plus affamés, tous les deux debout dans ce qui était leur premier bureau, un entrepôt converti qui sentait le café éventé et l'ambition désespérée. Jean a son bras autour de mon épaule, et nous sourions tous les deux comme des idiots qui venaient de comprendre comment imprimer de l'argent au sous-sol. Nous n'étions pas les meilleurs amis à l'époque, et nous ne le sommes pas maintenant, mais nous nous respections, ce qui dans le monde des affaires vaut environ 10 fois plus que l'amitié et dure environ 100 fois plus longtemps. J'avais soutenu Jean quand il n'était qu'un autre MBA avec un PowerPoint et un rêve. Quand tous les autres investisseurs de Paris pensaient que le capital risque était soit trop risqué, soit trop ennuyeux pour s'y intéresser. La beauté de cette relation était sa discrétion. Mes actions dans Nexus étaient détenues par l'intermédiaire de quelque chose appelé Société des Holdings de la Rivière, un véhicule d'investissement familial qui sonnait exactement assez ennuyeux pour que personne ne pose jamais de questions à ce sujet. Pas de communiqué de presse ostentatoire, pas de mention dans TechCrunch, pas d'interview flatteuse sur ma vision de l'avenir de l'innovation, juste des papiers, des signatures et le genre de rendement constant qui me permettait d'acheter des tomates bio sans vérifier le prix. J'ai sorti mon carnet en cuir, le genre de configuration papier-crayon à l'ancienne qui rend les jeunes fous parce qu'ils ne savent pas comment le synchroniser avec leur téléphone. Ce carnet particulier m'accompagnait depuis 3 ans, rempli d'observations, d'idées et du rappel occasionnel de récupérer le linge au pressing ou d'appeler ma mère pour son anniversaire. Ce soir, j'ajoutais une nouvelle entrée. J'ai noté la date, puis j'ai soigneusement transcrit les mots exacts d'Emma du dîner, contrairement à certaines personnes qui n'ont même pas de travail. J'ai noté l'heure, environ 20h15, et l'auditoire, son patron, plusieurs collègues, les 2 familles de parents et une vingtaine d'autres témoins qui se souviendraient de ce moment pour des raisons très différentes de ce qu'ils attendaient. Puis j'ai écrit autre chose, comment elle avait utilisé le statut comme un outil, la cruauté désinvolte de quelqu'un qui avait confondu les titres de poste avec la valeur humaine. J'ai également noté la liste des invités du mariage de demain, plusieurs partenaires de Nexus y assisteraient. Hélène Martinez, membre de leur conseil d'administration, dont la réputation faisait transpirer les PDG. Laure Chen, responsable des ressources humaines, qui pouvait sentir un drame au travail à 3 fuseaux horaires de distance. Marc Dubois, en charge des relations avec les investisseurs. Sophie Torres, leur responsable de la stratégie, qui pouvait calculer le rapport coût-bénéfice du licenciement de quelqu'un tout en commandant le traiteur pour le pique-nique de l'entreprise. Des témoins parfaits pour ce que je commençais à considérer comme le moment éducatif de demain. Le fait est que je ne préparais pas de vengeance. La vengeance est ce que font les gens en colère quand ils veulent blesser quelqu'un qui les a blessés. C'est émotionnel. C'est désordonné. Et cela se retourne généralement de manière spectaculaire, laissant tout le monde dans une pire situation qu'au départ. Non. Ce que je préparais était beaucoup plus simple et infiniment plus efficace, j'allais allumer les lumières.
Voyez-vous, la plupart des gens vivent leur vie dans une obscurité partielle, faisant des suppositions sur les autres basées sur des informations incomplètes et des observations superficielles. Il voit quelqu'un travailler de chez lui et suppose qu'il est au chômage. Il voit quelqu'un qui ne se vante pas de ses réalisations et suppose qu'il n'en a aucune. Ils confondent la confiance tranquille avec la faiblesse, l'humilité avec l'échec. La lumière a cette propriété incroyable, elle vous montre exactement ce qui était là depuis le début. Elle ne crée pas de poussière. Elle rend simplement visible la poussière qui flottait toujours, invisible jusqu'à ce que quelqu'un appuie sur l'interrupteur. Le samedi matin, je suis allé chez le tailleur d'Armand. Armand confectionnait des costumes à Paris depuis 37 ans. J'avais besoin de ressembler exactement à qui j'étais, pas à qui les gens pensaient que j'étais. Le costume en laine gris anthracite se sentait comme du mercure liquide, impeccablement fait, parfaitement ajusté, suggérant que le porteur a sa vie en ordre sans en faire la publicité. La dignité est la ligne la plus propre, disait Armand. Tout le reste n'est que frime. De là, à la première nationale où je travaillais depuis 15 ans. Jean-Pierre avait préparé un chèque certifié de 40 000 € à l'ordre d'Emma et Romain avec la mention un cadeau de mariage sur la ligne de libellé. Assez important pour faire bonne impression sans donner l'impression d'acheter ma sortie de l'embarras. Le dernier arrêt fut Elite Transport, pour réserver un service de voiture. J'aurais pu conduire moi-même, mais arriver dans une voiture avec chauffeur professionnel envoie un message différent que d'arriver dans ma Honda. Ce soir était question de perception. Chaque détail comptait. Le jardin d'hiver ressemblait à un conte de fées avec un budget illimité. Des murs de verre s'étiraient vers un plafond voûté, créant une cathédrale de lumière qui faisait tout briller. Sarah et moi sommes arrivés à l'heure. Lorsque nous sommes sortis de cette berline noire, j'ai surpris plusieurs personnes jetant un coup d'œil dans notre direction avec une légère curiosité. Mon costume me semblait une armure. La cérémonie était magnifique. Emma était sublime dans sa robe fluide couleur ivoire. Et malgré tout, je ne gâchais pas son moment. Les jours de mariage sont sacrés, même quand la mariée a passé la veille à utiliser vos prétendus échecs comme divertissement. Le cocktail de la réception est devenu intéressant. Je me suis positionné avec une vue dégagée sur la salle. La foule de Nexus s'était naturellement regroupée près des fenêtres du sol au plafond. J'en tenais la cour, Hélène menait des conversations stratégiques, leur discutait tout en gardant un œil sur la dynamique d'équipe. Parfait. Ils étaient tous là, détendus en mode fête, complètement impréparés à ce qui allait se dérouler. J'en étais à mon deuxième bourbon quand j'ai vu Emma se diriger vers Jean d'un pas déterminé. Elle avait mis une robe de cocktail qui coûtait probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens. Son visage était rougi par le champagne et la confiance qui vient d'être le centre d'attention à son propre mariage. Jean a-t-elle appelé, sa voix portant cette qualité claire, légèrement trop forte, que les gens ont quand ils ont juste assez d'alcool pour amplifier leur personnalité. Je voulais te présenter quelqu'un. Le quatuor à cordes a entamé un passage mélodique juste au moment où elle rejoignait le groupe de Jean. Plusieurs invités se sont tournés pour voir ce qui se passait. Un timing parfait. Jean s'est tourné vers elle avec une attention polie. Bien sûr, Emma. Encore toutes mes félicitations pour cette belle cérémonie. Merci, rayonna TL. Mais je voulais que tu rencontres ma famille, et plus particulièrement mon beau-frère. Elle me fit signe avec un geste théâtral. Jean, voici David, le bon à rien au chômage dont je te parlais. Voilà. Le moment que j'attendais, livré avec encore plus de spectacle public que je n'osais l'espérer. Le quatuor à cordes sembla rater une note. Plusieurs conversations s'interrompirent alors que les gens digéraient ce qu'ils venaient d'entendre. Les gestes animés de Marc Dubois se figèrent à mi-chemin, Laure leva les yeux avec une attention vive, son instinct RH hurlant des avertissements. Les sourcils d'Hélène se levèrent d'1,5 cm, ce qui, en termes de salle de conseil, équivalait à crier « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais Jean me regarda simplement avec cette expression calme et indéchiffrable qui avait probablement fait transpirer les fondateurs de start-up. Il étudia mon visage pendant ce qui me sembla une éternité, ses yeux passant de mon costume soigneusement choisi à ma cravate parfaitement nouée, à la barrette de platine qui captait la lumière du conservatoire. Puis, lentement, son expression changea. Le masque poli glissa, remplacé par de la reconnaissance, de la surprise et un amusement certain. Un sourire commença au coin de sa bouche et se répandit sur son visage comme un lever de soleil. « Eh bien, je serai damné, dit-il assez fort pour que le cercle grandissant d'invités soudainement attentifs entende clairement. Il s'avança et me tapota l'épaule avec une chaleur sincère.
David Martin, comment diable vas-tu? L'atmosphère changea comme un front météorologique. Je sentais la confusion se propager alors que les gens essayaient de concilier la chaude reconnaissance de Jean avec l'introduction d'Emma me présentant comme un bon à rien au chômage. L'expression triomphante d'Emma vacilla comme une bougie dans un courant d'air soudain. Vous vous connaissez? Se connaître? Le rire de Jean avait une chaleur authentique que l'on ne peut pas simuler. Emma, je ne pense pas que tu comprennes. Il se tourna vers moi, toujours souriant. Ça fait combien de temps? 2 ans qu'on n'a pas pris de café. À peu près ça, dis-je, gardant ma voix décontractée malgré mon cœur battant comme un solo de batterie. Content de te voir, Jean. Le cercle d'observateurs s'agrandissait à mesure que d'autres invités sentaient le drame et se rapprochaient. Catherine avait abandonné sa conversation et s'approchait avec l'expression de quelqu'un sur le point d'assister soit à un miracle, soit à une catastrophe. Emma avait l'air de quelqu'un qui aurait réalisé qu'elle s'était trompée de film à mi-chemin. Je ne comprends pas, dit-elle, la panique montant. David ne. Il ne travaille pas. Ne travaille pas, demanda Jean, et il y avait quelque chose dans son ton qui rendait clair que ce n'était pas rhétorique. Le moment s'étira tandis que la confiance d'Emma, alimentée par le champagne, commençait sa descente rapide vers une sobriété glaciale. Il n'a pas de travail, dit-elle finalement, plus petite et moins certaine. Sarah le soutient. Le silence rendit tout le monde hyper conscient du bruit de fond, le quatuor à cordes, le tintement des verres, les conversations lointaines. Jean regarda Emma un long moment, puis moi, puis la foule grandissante. Hélène s'était rapprochée, les instincts de membre du conseil activés. Laure avait l'air de composer mentalement des rapports d'incidents. Marc avait l'expression de quelqu'un qui regarde un accident de voiture au ralenti. Puis Jean sourit à nouveau, mais cette fois ce n'était pas chaleureux. Cette fois, c'était le genre de sourire que les dirigeants donnent juste avant d'expliquer pourquoi votre département est supprimé. Emma, dit-il, sa voix portant clairement à travers la foule soudainement attentive. Vous êtes viré. Les mots tombèrent comme un météore frappant le sol du conservatoire. Plusieurs invités firent des bruits involontaires de surprise. Le verre de champagne de quelqu'un glissa et se brisa contre la pierre avec un fracas qui sembla résonner à jamais. Le visage d'Emma passa par 5 expressions en 2 secondes, confusion, incrédulité, panique, colère et espoir désespéré. C'est une blague élaborée. Quoi? Un murmure à peine audible. C'est une blague, n'est-ce pas? C'est le jour de mon mariage. Non, dit Jean, ferme et sans humour. Ça ne l'est pas. Le silence se brisa en conversation chuchotée, des inspirations nettes, une énergie nerveuse emplissant la pièce. Vous ne pouvez pas être sérieux, dit Emma, la voix montant à mesure que le choc s'estompait. Jean, c'est le jour de mon mariage. Il y a une centaine de personnes ici. C'est insensé. Jean n'a pas haussé la voix. Quand on a passé des années à prendre des décisions qui affectent la vie des gens, on développe une autorité calme qui rend les crises inutiles. Non, Emma, dit-il, chaque mot clair et mesuré. Ce qui est insensé, c'est de se moquer d'un membre de sa famille à table. Ce qui est insensé, c'est d'utiliser le statut perçu de quelqu'un comme divertissement pour des collègues. Ce qui est insensé, c'est de penser que la cruauté est acceptable tant qu'on s'attaque à plus faible. La foule avait atteint peut-être 30 personnes, y compris la plupart de l'équipe Nexus. Catherine se frayait un chemin avec l'expression d'une mère poule dont les poussins étaient attaqués. Mais il ne travaille pas, la voix d'Emma montait vers l'hystérie. Il reste à la maison toute la journée pendant que Sarah paie les factures. J'étais juste honnête. C'est alors qu'Hélène s'avança, traversant la foule comme un requin fendant l'eau. Honnête à propos de quoi exactement, demanda Hélène avec l'intérêt poli que les cadres utilisent quand ils sont sur le point de démanteler l'argument de quelqu'un. Que savez-vous réellement de la situation professionnelle de David? Emma eut l'air d'avoir été invitée à résoudre un problème de calcul tout en jonglant avec des torches enflammées. Il n'a pas de travail. Tout le monde sait qu'il est au chômage depuis des années. Tout le monde le sait, répéta Hélène, réussissant d'une certaine manière à faire en sorte que cela paraisse ridicule. Basé sur quelle information? Basé sur le fait qu'il ne va pas au bureau, la contenance d'Emma était complètement perdue. Il reste à la maison. Il jardine. Il ne parle pas de travail parce qu'il n'en a pas. Laure s'était matérialisée à l'épaule d'Hélène. Elle tenait son téléphone, probablement en train d'enregistrer pour référence future. Donc, votre évaluation de la valeur professionnelle de quelqu'un, dit Laure d'un ton soigneusement neutre,
est entièrement basée sur le fait qu'ils se rendent ou non dans un environnement de bureau traditionnel. Ce n'est pas. Emma commença, puis s'arrêta, réalisant qu'elle s'enfonçait avec chaque mot. Écoutez, c'est ridicule, Jean. Vous savez que je suis une bonne employée. J'apporte des clients, je conclus des affaires, je travaille 80 heures par semaine. Vous ne pouvez pas me virer à cause d'un drame familial. L'expression de Jean ne changea pas, mais quelque chose se transforma qui indiqua clairement qu'il était sur le point de livrer ce que l'Amérique des entreprises appelle un moment d'enseignement. Vous avez raison sur une chose, dit-il. Vous travaillez dur. Vous êtes intelligente. Vous avez conclu des affaires et apporté des clients. Il marqua une pause. Mais le respect n'est pas une option chez Nexus Capital. Ce n'est pas quelque chose que vous désactivez avec votre famille, ou quand vous pensez que quelqu'un ne peut pas affecter votre carrière, ou quand vous avez bu et que vous voulez impressionner des collègues. Quand vous avez présenté David comme un bon à rien au chômage, poursuivit Jean, vous n'étiez pas seulement cruel envers votre famille. Vous démontriez exactement comment vous traitez les gens quand vous pensez qu'ils n'ont aucun pouvoir pour affecter votre vie. C'est alors que Jean porta le coup de grâce. David Martin, dit-il, regardant directement Emma, mais parlant assez fort pour que tout le monde entende, a rédigé le financement relais qui a maintenu Nexus Capital en vie alors qu'il nous restait 6 semaines et que tous les autres investisseurs de Paris pensaient que nous étions trop risqués pour être touchés. Le silence fut si complet que j'entendais les battements de mon cœur. Il a soutenu cette entreprise quand personne d'autre ne le ferait, continua Jean, prenant de l'ampleur à chaque mot. Quand nous étions 3 gars dans un entrepôt converti vivant de nouilles instantanées et de rêves de capital risque, David a fait un chèque qui nous a permis de survivre assez longtemps pour prouver notre concept. Il n'a rien demandé publiquement. Pas de communiqué de presse, pas de siège au conseil d'administration, pas de flatterie d'ego, juste des actions et de la foi. Le visage d'Emma avait changé plusieurs fois de couleur, pour finalement devenir pâle comme sa robe de mariée. Ce n'est pas. Il n'a jamais dit. Pourquoi l'aurait-il fait, demanda Hélène, avec une pointe de pitié dans la voix. Pourquoi quelqu'un annoncerait-il son portefeuille d'investissement à des membres de sa famille qui mesurent clairement la valeur humaine par les titres de poste et les adresses de bureau? Chaque affaire que vous avez conclue, dit Jean, ces mots tombant comme des pierres dans de l'eau calme. Chaque client que vous avez apporté, chaque commission que vous avez gagnée. Tout cela a été construit sur la base que David a fournie quand cette entreprise n'était rien d'autre qu'une idée et une prière. Il marqua une pause, puis porta le coup final. Vous avez conclu des affaires avec sa confiance derrière vous, Emma. Vous avez bâti votre carrière sur son investissement, puis vous l'avez traité de bon à rien pour m'impressionner. Le sourire de Jean était assez froid pour geler le champagne. Ce niveau de jugement professionnel et personnel vous disqualifie de représenter cette entreprise à quelque titre que ce soit. C'est alors que j'ai décidé qu'il était temps de faire ce pourquoi j'étais venu. J'ai plongé la main dans la poche de ma veste et j'ai sorti l'enveloppe que Jean-Pierre avait préparée ce matin. Emma, dis-je, en m'avançant et en lui tendant l'enveloppe. Ceci a toujours été votre cadeau de mariage. Et cela l'est toujours. Elle fixa l'enveloppe comme si elle allait exploser, passant de la confusion à la suspicion, puis à l'espoir. Je ne comprends pas. Ouvrez-la, dis-je simplement. D'une main tremblante, elle ouvrit l'enveloppe et en sortit le chèque. Je la regardai parcourir le montant des yeux, puis ses yeux s'écarquillèrent alors que le chiffre était enregistré. 40 000 €, murmura-t-elle, levant les yeux avec une expression que je n'avais jamais vue. Pourquoi voudriez-vous? Après ce que j'ai dit. Après ce qui vient de se passer? Parce que les mariages méritent de nouveaux départs, dis-je assez fort pour que les observateurs entendent. Et parce que j'étais de la famille hier, je suis de la famille aujourd'hui, et je le serai demain. L'argent ne dépend pas de votre travail, de vos excuses ou de votre opinion sur moi. Sarah apparut à mes côtés. Le chèque était l'idée de David, dit-elle, s'adressant à la fois à Emma et aux témoins. Il l'a commandé hier matin, avant le dîner de répétition, avant tout ce qui s'est passé la nuit dernière. Les implications frappèrent Emma comme un coup physique. Elle m'avait traité de bon à rien au dîner, ne sachant pas que j'avais déjà prévu de lui donner, à elle et à Romain, suffisamment d'argent pour rembourser des prêts étudiants, faire un apport pour une maison, ou commencer un fonds d'urgence dont la plupart des jeunes couples ne rêvent que. Je ne mérite pas ça, dit-elle, à peine audible. Peut-être pas, acquiesçai-je, ce qui n'était pas diplomatique, mais honnête. Mais Romain le mérite. Et plus important encore, il ne s'agit pas de ce que quiconque mérite. Il s'agit de ce que la famille fait pour la famille.
Même quand la famille fait des erreurs. L'argent n'est pas la leçon, Emma, dis-je finalement. La leçon est que les actions ont des conséquences, mais la famille est la famille. Vous avez perdu votre emploi ce soir à cause de choix que vous avez faits. Vous recevez ce cadeau à cause de choix que j'ai faits. Deux choses différentes basées sur deux ensembles de valeurs différents. Elle hocha lentement la tête, les larmes coulant sur ses joues. Je suis désolé, murmura-t-elle. David, je suis tellement désolé. Je sais, dis-je. Et je le pensais. Les excuses n'allaient pas réparer les dégâts, mais c'était un début. C'est alors que Laure s'avança avec un professionnalisme posé. Emma, dit-elle, évidemment, cette situation est sans précédent et nous devons gérer la transition équitablement. Nous allons structurer votre départ correctement. Emma leva les yeux du chèque. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Un congé payé jusqu'à la fin du mois, la continuation de la couverture santé pendant 60 jours, et une lettre de recommandation axée sur vos réalisations professionnelles plutôt que sur l'incident d'aujourd'hui. Le soulagement sur le visage d'Emma était évident. Quoi qu'il arrive d'autre, elle n'allait pas être laissée complètement démunie. Cependant, poursuivit Laure, si vous êtes intéressé par de futures opportunités potentielles avec Nexus, il y aurait des conditions. Hélène se rapprocha. C'était une décision au niveau du conseil d'administration prise en temps réel lors d'une réception de mariage. 6 mois minimum avant toute nouvelle candidature, dit Hélène. Achèvement d'un coaching de développement professionnel axé sur le leadership, l'empathie et les préjugés inconscients. Documentation de 40 heures de bénévolat auprès d'organisations à but non lucratif de développement de la main-d'œuvre ou de transition de carrière. Et Laure ajouta avec insistance, absolument aucune documentation sur les réseaux sociaux du travail bénévole. Pas de publication LinkedIn sur votre parcours de croissance personnelle. Le travail doit être un service authentique, pas une gestion de réputation. Ils avaient esquissé un programme de réhabilitation qui aiderait Emma à devenir une meilleure personne ou prouverait qu'elle s'intéressait plus aux apparences qu'à la croissance. Emma hochait la tête frénétiquement. Oui, absolument. Je peux faire tout ça. Je veux faire tout ça. Mais elle s'arrêta et me regarda directement. David, dit-elle, d'une voix plus petite que je ne l'avais jamais entendue. Qu'en penses-tu? Penses-tu que je mérite une seconde chance? J'étudiai son visage, cherchant des signes de véritable remords par rapport à un regret performatif. Ce que je vis était de l'épuisement, de l'embarras, et quelque chose qui pourrait avoir été le début d'une réelle conscience de soi. Je pense, dis-je prudemment, que vous avez passé des années à confondre la réussite avec la valeur et les titres avec le caractère. Hier soir, vous n'avez pas vu une personne quand vous m'avez regardé. Vous avez vu une étiquette chômeur et vous avez décidé que cette étiquette vous disait tout sur ma valeur en tant qu'être humain. Elle grimaça mais ne détourna pas le regard, ce qui était un progrès. La question n'est pas de savoir si vous méritez une seconde chance, continuai-je. La question est de savoir si vous voulez devenir le genre de personne qui voit des personnes au lieu de CV. Parce que si vous faites ce programme, si vous vous y mettez, si vous faites réellement 40 heures de bénévolat pour aider les gens à trouver un emploi sans en parler sur les réseaux sociaux, vous pourriez apprendre quelque chose d'important sur ce qui compte vraiment. Je marquai une pause. Vous n'avez pas à m'aimer, Emma. Vous n'avez pas à penser que je suis un succès ou quelqu'un d'impressionnant, mais vous devez cesser de classer les êtres humains par leur titre de poste, leur niveau de revenu ou leur profil LinkedIn. Si vous voulez revenir dans les milieux professionnels, vous devez venir en tant qu'être humain d'abord et en tant qu'employé ensuite. Des larmes coulaient maintenant sur son visage, ruinant son maquillage de mariée, mais elle ne semblait plus s'en soucier. Je ne vous ai pas vu, murmura-t-elle. Je ne vous ai pas vu du tout. Non, acquiesçai-je. Vous ne m'avez pas vu. Jean s'avança. L'admissibilité est maintenue, dit-il. 6 mois de coaching, du travail bénévole, aucune documentation sur les réseaux sociaux. Si vous accomplissez tout cela avec succès, nous envisagerons une conversation sur de futures opportunités. Mais comprenez, ajouta Hélène, c'est une offre unique. Si vous postulez à nouveau et que nous déterminons que vous n'avez pas réellement évolué grâce à cette expérience, il n'y aura pas de troisième chance. Emma hocha frénétiquement la tête. Je comprends. Merci à vous tous. Je sais que je ne mérite pas cela, mais je ne le gâcherai pas. Parfois, la miséricorde ressemble à des conséquences. Parfois, les secondes chances viennent avec des conditions. Et parfois, la meilleure façon d'enseigner le respect à quelqu'un est de lui montrer à quoi il ressemble lorsqu'il est offert librement, même lorsqu'il n'a pas été gagné.
3 mois plus tard, j'ai reçu un email de Laure. Emma avait terminé ses heures de bénévolat à la mission du port. Les directeurs du programme ont dit qu'ils n'avaient jamais eu un bénévole travaillant aussi dur et avec un engagement aussi sincère. Elle avait animé des ateliers de rédaction de CV, des entretiens simulés, des groupes de stratégie de recherche d'emploi. Plusieurs clients avaient spécifiquement demandé à continuer de travailler avec elle même après ses 40 heures. Ces séances de coaching se passaient bien aussi, des progrès significatifs dans la reconnaissance des préjugés inconscients, bien qu'elle travaillait toujours à distinguer la confiance de l'arrogance. Pas de publications sur les réseaux sociaux, pas d'efforts de relations publiques, pas de tentative de transformer l'expérience en contenu de marque personnelle, juste du travail. Emma a appelé Sarah la semaine dernière pour s'excuser. Vraiment s'excuser. Pas le genre de « désolé » que l'on dit quand on veut que quelque chose disparaisse, mais le genre que l'on dit quand on a compris ce que l'on a fait de mal. Elle a raconté à Sarah qu'elle avait travaillé avec des personnes à la mission du port qui étaient au chômage depuis des mois ou des années, non par choix, mais par les circonstances. Elle a dit que c'était la première fois qu'elle comprenait vraiment la différence entre être au chômage et être un échec. Elle a dit qu'elle avait passé 3 heures à aider un homme nommé François, qui avait été licencié d'une aciérie il y a 2 ans et ne savait pas comment traduire ses compétences en quelque chose qui ait du sens pour les jeunes responsables des ressources humaines d'une vingtaine d'années qui n'avaient jamais travaillé de leurs mains. Elle a dit que François lui rappelait moi, sauf qu'il n'avait pas le luxe de garder sa situation privée. Cela m'a touché plus que je ne l'avais prévu. L'idée qu'Emma ait passé du temps avec quelqu'un qui luttait vraiment, non pas à cause de mauvais choix, mais à cause de forces économiques indépendantes de sa volonté, et qu'elle ait lié cette expérience à son traitement envers moi, suggérait un niveau de conscience de soi que je n'étais honnêtement pas sûr qu'elle était capable de développer. Emma a demandé si je serais prêt à prendre un café avec elle un jour. Pas d'ordre du jour, pas de demande, juste une conversation entre membres de la famille essayant de comprendre comment redevenir une famille. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café près de la mission du port 3 semaines plus tard. Elle avait l'air différente, moins apprêtée, plus à l'aise, comme quelqu'un qui avait cessé de se soucier autant d'impressionner les étrangers. Nous avons parlé pendant 2 heures de tout sauf du travail. Elle m'a parlé de François, qui avait trouvé un emploi de coordinateur de fabrication après qu'elle l'ait aidé à reformuler son expérience dans un langage que les entreprises technologiques pouvaient comprendre. Quand elle est partie, elle m'a fait un câlin pour me dire au revoir. Pas un câlin obligatoire d'événement familial, mais le genre qui suggère que vous aimez réellement la personne que vous serrez dans vos bras. 2 mois plus tard, Jean m'a appelé pour me dire qu'Emma avait postulé à nouveau chez Nexus. Son coaching était terminé. Son travail bénévole s'était transformé en un engagement régulier et son superviseur avait écrit une recommandation suggérant une véritable croissance personnelle plutôt qu'une réhabilitation de façade. « Qu'en penses-tu » demanda-t-il. « Je pense, dis-je, regardant mon jardin d'hiver où les possibilités de l'année prochaine dormaient sous la terre. Les gens peuvent changer s'ils le veulent suffisamment, et je pense qu'Emma le veut. Elle a obtenu le poste. Un rôle différent, un territoire plus petit, mais une véritable seconde chance basée sur une véritable croissance. Au dîner du dimanche la semaine dernière, elle était assise en face de moi et a dit, « Avant, je ne voyais pas les gens. Je voyais des tremplins. Les tremplins sont très bien pour les jardins, lui dis-je, mais pas pour les cœurs. » Elle a ri, puis a pleuré, puis a remercié Sarah d'avoir fait le lien entre nous jusqu'à ce que nous puissions nous tenir ensemble. Le respect, il s'avère, n'est pas seulement une théorie. C'est une politique. C'est une pratique. Et dans notre famille, c'est maintenant une règle, ne jamais traiter quelqu'un de bon à rien si vous n'avez jamais pris la peine de lui demander qui il est vraiment. Et si vous oubliez, eh bien, il y a assez de lumière dans cette maison pour vous le rappeler.